Bonsoir, bonsoir à tous. Ça y est, ça y est. Alors, Bonsoir. voilà, j'ai autorisé temporairement, Ah, que vous ouvriez vos micros. Bonsoir à tous. On va attendre 2 secondes parce que je suis désolée, je vous avais fait passer un numéro de salle où il bonsoir. manquait un chiffre. Bonsoir à tous. Alors du coup, tout le monde s'inscrit maintenant parce que ça y est, on a remis le bon lien. Je suis désolée. Donc, on va attendre une à 2 minutes. Bienvenue, bienvenue pour tous. Alors, tuk, tuk, tuk. Bienvenue à toi. Voilà, comme ça j'ai nommé le docteur Souvestre animateur aussi. Alors, est-ce que ça enregistre bien? Parce que sinon, tout le monde va être triste. Bon, alors moi, pendant les présentations, j'aime beaucoup bloquer les micros parce qu'il y a énormément de personnes qui suivent sur leur téléphone portable et sans faire exprès, elles ouvrent les micros, ça fait du bruit, on entend, etc. Donc, vous inquiétez pas. Donc, pendant la présentation, je vais couper les micros à tout le monde sauf au docteur Souvestre, bien entendu. Et à la fin, si vous me connaissez, vous savez que j'aime beaucoup les temps d'échange en direct. C'est ce qui fait la richesse de l'équipe. Donc, je réautoriserai à ce que vous ouvriez les micros. Donc là, je vais les rebloquer pour tout le monde. Voilà, voilà. Et on va démarrer. Donc, bonsoir à tous. Bienvenue sur cette présentation où j'ai vraiment un extrême plaisir avec vous de partager cette nouvelle neurotechnologie que la compagnie Superpatch a mis au point. Alors, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Mijo Charmetan, je suis éthiopathe, ostéopathe dans la Drôme et j'ai vraiment à cœur tout le temps de rechercher ce qui pourrait aider ou compléter ma pratique pour amener le meilleur à mes patients. Et donc, si vous m'avez connu ces 4 dernières années, je travaillais avec une biotechnologie et là, c'est vraiment une nouvelle catégorie puisqu'on va être dans une neurotechnologie, c'est-à-dire immédiatement informer le cerveau grâce au réseau des neurones au lieu de passer par le sang. Tout ce qui va être médicaments, compléments alimentaires ou autres va pouvoir nous informer au niveau du réseau vasculaire, alors que là, directement, cette neurotechnologie, donc présentée sous la forme d'un patch que l'on colle tout simplement sur la peau, va simplement se servir des récepteurs des neurones du toucher pour informer le cerveau. Donc c'est là la grande différence, c'est qu'on ne va pas se servir du réseau vasculaire, mais on va se servir du réseau neuronal pour lancer une information. Donc pas besoin de produit, ça va passer par une information physique par ce patch. Donc ce soir, la présentation va être faite par le docteur Philippe Souvestre, qui est donc spécialisé en neurosciences aussi. Et ce soir, on a décidé d'orienter, non pas d'expliquer la neurotechnologie en elle-même, parce que là, vous avez déjà des enregistrements ou autres et on en fait régulièrement. Mais ce soir, c'est une étude spécifique d'une étude clinique qui a été publiée au mois de mars 2023, donc il y a quelques mois, sur l'efficacité du patch REM, qui est le patch du sommeil. Donc, je vais vous présenter le docteur Souvestre. Toudoudou, si je vais le mettre à côté de moi. Hop. Alors, docteur Souvestre, si vous pouvez, voilà, réactiver votre micro. Et si je vous vois, voilà. Donc, voilà le docteur Souvestre. Bonjour à Bonsoir, tous. docteur. Bonjour, c'est un grand plaisir d'être avec vous, Mijo, et avec toute l'équipe ici, tout le groupe. Je vous envoie mon salut très, très cordial du Canada. Je vis à Calgary, je travaille un petit peu partout en Amérique du Nord, essentiellement aux US, mais nous habitons avec mon épouse
au Canada, dans la province de l'Alberta, qui est à l'est des Rocheuses, pour vous situer un petit peu, pour ceux qui ne sont pas familiers. Voilà, exactement. Et, Merci d'avoir précisé ça, parce que la dernière fois, j'ai oublié de préciser que vous étiez au Canada, et du coup, certaines personnes m'ont demandé, etc. J'ai dit, oh là là, bah oui, évidemment, il est hors réseau français, donc il est au Canada. Et même Mylène, elle nous dit l'Alberta, mon plus grand rêve. Juste pour préciser, donc oui, la visio est bien enregistrée, vous aurez bien un replay, ne vous inquiétez pas. Donc, le docteur Philippe Souvestre, il a un CV tellement grand que je ne vais pas passer un quart d'heure à vous détailler tout ça. Mais par contre, il a un postgrade, je ne sais plus comment on dit le terme exactement, en neurosciences. Donc, c'est vraiment son domaine, ce domaine de la neurotechnologie. Et donc, je lui laisse la parole en entier et moi, je vous retrouve après. Merci, docteur Souvestre. À tout à l'heure. je vous en prie, merci beaucoup. Pardonnez-moi, j'étais en train de batailler un petit peu avec mon ordinateur. On a eu des séries d'orages extrêmement violents. Vous êtes probablement au courant du chamboulement lié au climat, au changement de climat. Et ici au Canada, on souffre beaucoup d'une grande sécheresse. Il y a plus d'1 millier de feux de forêt qui sont complètement hors de contrôle. Et vous connaissez un petit peu aux États-Unis, c'est très similaire. Et nous avons été enfumés pour plus de 3 mois d'affilée. Et quand je dis enfumés, c'est que la fumée est dans votre maison et vous vivez dans la fumée en permanence. Donc, c'est un petit peu difficile. Voilà, donc je vais partager mon écran et puis voilà, et commencer avec vous. Voilà. Voilà, pardonnez la lenteur du système. Voilà, d'accord, d'accord. On va diminuer ça. Voilà, vous voyez ce que je vois. Euh, Est-ce que tout le monde voit bien? C'est accessible à tous. Oui, là, il y a 4 diapos d'un coup. Du coup, si on peut en mettre une par une en... Non? Pardon? Voilà, super. Là, la Oui, présentation c'est est bon. super. Merci. Oui, du fait de la distance et des conditions météo, c'est un petit peu ralenti. Pardonnez-moi. Aucun de nous n'est responsable vraiment, mais c'est voilà. Donc voilà, je voudrais partager avec vous cette première étude qui est vraiment extrêmement importante parce qu'elle conditionne en général notre style de vie et l'énergie que nous pouvons développer dans la journée ou dès la nuit ou de nuit, dépendant du moment où vous choisissez d'aller vous reposer. Et le sommeil est la clé de la compensation, de la régulation et du succès en termes de performance humaine. Donc, voilà. Et bien sûr, tout ça, c'est centré sur le superpage. Donc, je ne vais pas vous donner en préliminaire, je voudrais vous assurer que je ne vais pas vous donner une lecture qui va vous faire tomber de sommeil. Le but, c'est d'étudier le sommeil, ce n'est pas de le créer. Donc, tenez-moi au courant un petit peu, donnez-moi des feedbacks un petit peu. Mais le but, c'est de vous promener dans cet univers du sommeil qui est derrière tout ce que nous pouvons avoir de meilleur en termes de performance. Alors, l'agenda aujourd'hui, le programme, on va réviser un petit peu ces points clés qui sont aussi bien sensibilisés et bien, comment dire, améliorés par cette nouvelle technologie dont Mijo vous a parlé. Et ensuite, donc tout ça, c'est un petit peu une introduction. Et après, on va rentrer dans le détail de l'étude qui est la clé de notre conversation aujourd'hui. Voilà, voilà. Alors, un petit peu, je voudrais m'introduire. Mijo a gentiment renoncé à lire mon résumé, ce qui est une bonne chose pour nous tous. Cela nous aurait fait plonger dans un grand sommeil très profond, pour sûr. Donc voilà, on est sauvés. Et en fait, je suis un médecin. Je suis médecin, je suis aussi un scientifique.
J'exerce et je pratique tout ce que je peux pratiquer dans le domaine de la recherche médicale, de la pratique médicale en traumatologie et en performance humaine. Comment dire, j'ai eu des carrières en parallèle, si vous voulez, avec un cabinet un cabinet personnel, je dirais, en équipe, avec un travail en équipe. Je suis issu de l'université de Marseille, en gros, donc pour ceux qui connaissent un petit peu les universités, le monde médical, ça vous donne une idée. Et bien sûr, je suis devenu, qui est l'une des capitales de la neurophysiologie, des neurosciences en France. Et donc, naturellement, j'ai été attiré par le système nerveux qui était ma vocation médicale, mais aussi donc en termes de performance et tout ce qui est derrière en termes d'incapacitation. Et le sommeil en fait partie, bien entendu. Donc, de performance, le corollaire, comme on dit, l'opposé, c'est l'incapacitation fonctionnelle. Et j'ai une passion pour ces jours de chat. Donc, voilà, je suis issu du milieu militaire, j'étais ancien médecin de l'armée de l'air. J'ai aussi travaillé dans la marine. En termes d'application, j'ai 10 ans d'études et de recherche en médecine aérospatiale, en termes d'opérations d'essai en vol, en aviation et en espace. J'ai fait partie du corps des astronautes après la seconde vague en 1988. Et oui, c'est juste hier. Rappelez-vous, j'ai 32 ans. Donc, et puis voilà, je suis aussi un fellow de la Société internationale, juste pour vous donner un petit peu une palette de mes intérêts. Je suis passionné par la performance humaine, donc médecine du sport, bien entendu. Et j'ai eu le privilège de servir pour certaines équipes médicales. Et je marie avec grande joie ma compétence en tant que médecin, médecine occidentale, ce qu'on appelle la médecine de l'Ouest ici dans le monde, en dehors de la France, et puis la médecine orientale avec l'acupuncture et tout ce qui s'y rattache. Donc voilà un petit peu quelques souvenirs et mémoires pour vous montrer un petit peu le domaine duquel je suis issu. Et puis voilà, j'ai passé plus de 10 ans avec des biathlètes, oui c'est ça, les équipes de parachutisme, les équestres, les écuyers, et puis le monde d'athlétisme et comment dire, l'escalade extrême, en milieu extrême. Donc, tout ce qui est en termes de résistance, résilience aux assauts environnementaux et en poussant l'enveloppe dans des conditions extrêmement hostiles ou au moins très difficiles, c'est une passion pour moi. Et bien sûr, adapté à la marine, qui est un milieu où tout est compacté, tout est confiné et avec le même devoir de remplir des missions complexes, je suis arrivé à intégrer une stratégie biomédicale, si vous voulez, pour résoudre, ou tenter de résoudre, contribuer au moins, à la résolution des 10 premières, les plus importantes problèmes aéromédicaux. Donc, je ne suis pas là pour vous donner un cours là-dessus. Voilà, le sommeil. Alors, tout d'abord, je voudrais vous demander, vous présenter mes excuses et vous demander d'être patient avec les diapos. Je n'ai pas eu le temps de les traduire en français. Ici, tout se passe en anglais et j'ai vraiment été coincé par des conditions qui ont échappé complètement à mon contrôle. Donc, pardonnez-moi pour cela, mais pour ceux qui sont intéressés, je pourrai les traduire en français plus tard, avec grande joie. Donc, le sommeil. Alors, le sommeil, et voilà, vous avez un petit peu quelques statistiques ici. Presque la moitié des adultes aux US, mais aussi dans le monde, vous savez maintenant, la façon de vivre est globalement égale, quel que soit le continent où nous vivons et travaillons. Donc, on retrouve les mêmes problèmes partout, du nord au sud et de l'est vers l'ouest. Et ça fait aussi le lit, comme on dit, de beaucoup de problèmes de santé qui vont dégénérer en problèmes de maladie. Alors, vous voyez les clés, diabète, surpoids, obésité, je veux dire par là, problèmes de tension et problèmes cardiovasculaires, mais il y en a bien d'autres. La liste est trop longue pour en parler directement. Alors, qu'est-ce qui peut influencer le sommeil en général? Alors, rappelez-vous, c'est une promenade. Je vous invite à faire une promenade dans le monde du sommeil et comprendre comment tout ça, ça peut vous toucher au travers de votre voyage de vie, hein, quel que soit le contexte.
et votre âge. Donc, âge, le gendre, le moment où nous dormons, combien de temps on peut donner dans ce temps de repos, comment dire, l'utilisation de stimulants d'une façon générale. Et puis, il y a aussi des anomalies dans la façon de dormir qui peuvent être liées à beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, c'est vraiment, c'est une spécialité en médecine, hein, le problème de sommeil. Alors, quelles sont les ressources pour essayer de s'en tirer? Bien sûr, les médications, ça c'est le premier mouvement en médecine occidentale. Il y a aussi en médecine orientale bien d'autres moyens, là, comme l'acupuncture, diverses approches mentales, émotionnelles, anti-stress, etc., qui sont qui est le plus grand pourvoyeur de problèmes de sommeil. Et puis ensuite, bien sûr, tous ces moyens ne sont pas sans avoir des effets secondaires négatifs, ou au moins contraires, avec un risque de dépendance et avec une évidence relativement limitée, parce que comme c'est une nuée de cofacteurs qui vont nous empêcher, tous autant qu'on est, de dormir bien à un moment donné dans notre vie ou durant des périodes de vie difficiles, bien entendu, ça va aussi être limité par beaucoup de choses, certaines vulnérabilités avec lesquelles soit nous sommes nés ou nous avons acquises au travers d'accidents, d'exposition à des maladies infectieuses graves, etc. etc. Donc, et bien sûr, tout ça n'est pas sans être parfois très invasif, c'est-à-dire que ça va créer des cicatrices, ça va créer des troubles après avoir installé une technologie qui est complètement étrangère en termes de nature, en termes de texture, etc., dans un corps vivant, ça va déclencher des réactions physiques et physiologiques ou biologiques qui vont se rajouter, dont les inconvénients vont se rajouter au problème du sommeil par lui-même. Donc, un petit clin d'œil au super patch ici, bien sûr, parce que l'étude est à propos de cette interface et je dois vous dire que j'ai été vraiment très impressionné par la qualité de ce travail. Il y en a aussi beaucoup d'autres. Vous pouvez avoir accès à ces documents scientifiques au travers de votre office virtuel par la société Vox et Superpatch, qui en présente une compilation d'éléments scientifiques qui sont de haute qualité. Je suis très impressionné par la valeur et la qualité de ces travaux. Alors, à côté des médicaments, dont je viens de vous en parler un petit peu, quels sont les moyens non médicamenteux? Eh bien, ce sont des moyens de stimulation, bien entendu. On doit être capable de pouvoir changer un état de vie, un état de fonctionnement, soit par la pharmacologie, tout le monde le sait, mais je viens de citer les problèmes qui sont liés à ça, et puis aussi par des moyens de compensation qui ne sont pas suffisants, comme le CPAP, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est la positive, tu vois, la ligne en bas à gauche, là, ici, que je souligne, qui vont aussi infliger un rythme qui n'est pas le rythme normal du repos pour un corps qui cherche à dormir. Donc, tout ça, c'est des compromis et c'est très compliqué à résoudre, en fait. Donc, ce n'est pas la faute des technologies, c'est le problème de trouver des moyens pour adapter quelque chose qui marche à notre corps, qui est une merveille de composition et de fonctionnement totalement synergique, c'est-à-dire totalement en harmonie entre les systèmes qui nous composent. Alors, qu'est-ce qui nous reste? C'est d'avoir un genre des moyens de stimuler qui répondent à une réalité physiologique, c'est-à-dire qui ne vont pas se présenter comme des choses qui vont forcer un organisme à répondre, mais plutôt à réagir ou à composer ou à travailler en synergie, comme le toucher. Alors, vous voyez le petit doigt ici qui s'appuie sur la vitre, hein, et on est pourvu de membres, on est pourvu d'extrémités comme les mains et les pieds qui sont surchargés de points d'entrée. Et bien sûr, le monde de la médecine orientale connaît ça depuis quelques milliers d'années et l'a utilisé à travers des approches très, très codifiées comme l'acupuncture, etc. Donc, comment ça se passe? Eh bien, il y existe un moyen
de stimuler en utilisant des moyens passifs alors la différence entre un moyen passif et un moyen actif, c'est-à-dire un moyen passif va agir en fonction de la demande, c'est-à-dire qu'il ne va pas surcharger systématiquement en délivrant un certain montant d'énergie ou en imposant quelque chose qui n'est pas encore qui n'est pas, comment dire, un match avec l'état, à un moment donné, l'état de notre corps, en termes de physiologie, en termes de fonctionnement de base. Donc, on appelle ça simulation passive. Et bien sûr, comme je vous ai introduit le sujet, tout va être à la lumière du monde neurologique, c'est-à-dire de notre organisation qui est faite d'un système nerveux qui est un système connecteur entre des contrôles centraux qui sont placés au niveau du cerveau. Ça n'est pas par hasard que la tête est sur les épaules et que le corps est sous les épaules, car nous sommes calibrés aussi à la gravité terrestre. Et tout ça, ça joue en fonction des attitudes posturales, etc. Donc, voilà, j'essaie d'être simple pour vous partager quelque chose d'extrêmement compliqué. Alors, le système en question, on appelle ça le système sensorimoteur, c'est-à-dire je reçois, je processe cette information et je réponds via des mouvements qui, bien sûr, vont refléter une activité motrice de certaines parties de notre corps. Donc, cantonnez-vous à ça et vous maîtrisez complètement la réalité de ce que fait le corps à la lumière de n'importe quelle stimulation passive physique, mais aussi à la lumière de ce que peuvent faire ces stimulateurs super patch. Donc, la transmission de ces messages est une transmission codée. Je pourrais vous en parler pendant des heures, c'est une de mes passions aussi, parce que tout se passe au travers d'une régulation qui est extrêmement hiérarchisée, du haut vers le bas, avec des moyens de réponse qui vont du bas, c'est-à-dire de la périphérie vers le haut étant le cerveau. Et nous avons des avenues, nous avons des autoroutes qui vont aussi nous signaler tout ça. Donc, ce n'est pas par hasard, par exemple, que nous avons 12 paires de nerfs crâniens au niveau de la tête et nous avons 8 paires de nerfs cervicaux sous la tête au niveau du cou. Et ce réseau, qui est complètement interconnecté, on le sait très bien maintenant, est capable d'agir en termes de réseau complet. Et ce n'est pas un nerf qui va répondre à une stimulation, mais plutôt un réseau complet qui va se retrouver avec 24 plus 16 niveaux nerfs crâniens et cervicaux. 24 plus 16, ça fait 40. Vous imaginez le pouvoir de 40 moyens de recevoir une information qui vont être qui vont être utilisés et analysés et vont être le résultat d'un travail de réponse organisé au niveau du corps global, du corps complet, et non pas au niveau d'un seul nerf. Donc ça, c'est vraiment fabuleux. C'est un changement de paradigme en termes de compréhension de la biologie humaine, de la physiologie humaine, et c'est vraiment étonnant et fascinant. Alors, vous voyez cette petite image ici en bas à droite sur la diapo, ça ressemble un petit peu à une empreinte digitale qui est très, très classique. Mais en fait, c'est bien plus que ça, parce que l'empreinte digitale, elle varie en fonction de la position de votre main, etc. C'est suffisant pour être reconnu par rapport au scope morphométrique, si vous voulez, de cette empreinte. Mais ici, ça devient une stimulation. Pourquoi? Parce que vous avez ces petites vallées qui sont en noir entre les crêtes qui sont colorées, et vous voyez, ça crée un dessin. Et ce dessin est compris par le système sensori-cognitif, qui est le système de l'analyse, non pas intellectuelle, mais l'analyse perceptive. C'est comme ça qu'on comprend et on analyse ce qui nous entoure, etc., que ce soit volontaire ou non. Eh bien, vous avez ce dessin est codé, représente un code. Pour faire une longue histoire
très, très courte. Chacun de nos doigts a des empreintes différentes. Et si vous analysez au microscope un petit peu n'importe quelle partie de notre corps, de votre corps en l'occurrence, vous verrez que ces dessins ont une géométrie qui nous est propre et nous sommes couverts de ces dessins qui sont en continuum les uns avec les autres. C'est fantastique. Ce n'est pas par hasard. Je voudrais faire un petit clin d'œil à l'histoire de notre genèse en tant qu'individu. Chacun de nous, lorsque papa et maman ont pris la décision de nous avoir, de nous amener au monde, eh bien, en quelques heures, après fécondation de l'ovule maternel, nous avons déjà une première multiplication de cellules. C'est très fondamental et c'est très simple, mais c'est extrêmement puissant parce que c'est un déroulement des choses qui ne font que s'amplifier et se multiplier en gardant un pattern similaire de réalisation, si vous voulez, d'achèvement. Donc, ce qui se passe ici, c'est que nous avons le premier lot de cellules qui vont être identifiables chez un fœtus, un microfœtus. C'est le système nerveux central, c'est un pool de cellules qui vont, en se séparant, en se divisant extrêmement vite au cours des heures et des jours qui vont suivre, vont se déterminer à arriver à la composition, à la détermination, du tissu cutané et du cerveau qui va se raffiner et se potentialiser et se définir très rapidement au fil du temps, jusqu'à complète maturation. D'accord. Donc, ça nous fait comprendre que la peau fait partie à la même origine que le système nerveux central, qui est le cerveau et les grands axes qui en dérivent. Donc, voilà un petit peu un repère pour vous. Bien sûr, la peau est une extension, est considérée en termes de stimulation, physiologie, de stimulation passive, est une extension de notre système nerveux central. C'est fabuleux. Donc, lorsque nous savons tout ça, à côté des nombreux rôles que la peau comporte, il y a aussi, c'est un petit peu une capacité radar et de perception, de capture d'informations par la peau que le cerveau va analyser et comporter et fonctionner comme un tout, peau plus cerveau, représente un système qui est extrêmement, intégré. Et si un problème arrive dans l'une de ces composantes, ça va affecter et créer des moyens de récupération dans l'autre dimension de cette intégrité duelle. Donc, voilà. Je ne veux pas m'égarer trop long et trop profond dans ce que je voudrais vous dire, parce que c'est quand même une vue simplifiée. Alors, que veut dire un état vibrotactile? Un état vibrotactile, on définit ça sous le mot haptique en termes de neurophysiologie, de neurosciences, et ce sont des choses qui vont adresser des composantes minuscules qui sont des terminaisons anatomiques de beaucoup de choses. Ça va nous permettre de ressentir, de percevoir énormément de choses. On peut percevoir des changements de pression, on peut percevoir des changements de température, on peut percevoir des mouvements, on peut percevoir des courants d'air qui nous embrisent, des petites brises ou des changements de direction, de brise, etc. Tout cela fait partie de ce monde haptique. Voilà. Haptique. Alors ici en anglais c'est C, mais en français c'est Q-U-E à la fin. Donc, le mot trigger ici, c'est un déclencheur. C'est un système qui va déclencher une stimulation qui a un début et une fin et qui est adaptive. C'est ça l'intérêt du trigger. Ça correspond à une réalité d'état physiologique donné
pour l'organisme qui est le récipient de cette stimulation. Et les effets ont été réalisés en mesurant les effets de cette stimulation haptique, au niveau du cerveau au travers d'électroencéphalogrammes. Et il est très clairement démontré que, en fonction de la variabilité de ces codes physiques, qui sont des micropressions en fait sur la peau et à conserver pendant un temps déterminé, ça va déclencher des réponses au niveau des centres cérébraux, des informations vont circuler au niveau des passages neuronaux, que ce soit de la peau vers le cerveau ou du cerveau vers non seulement la peau, mais des régions qui sont impliquées dans cette boucle. On appelle ça boucle, en effet, de billions et de milliards de boucles fonctionnelles à tous les niveaux qui s'entrecroisent et comportent et forment, si vous voulez, des systèmes fonctionnels maintenant très bien définis. Donc, l'astuce de cet instrument, c'est d'avoir compris la relation entre des dessins particuliers de forme, en mariant ça avec des micropressions très, très tolérables, vraiment très minimes, subliminales, et parce qu'on ne les ressent pas, mais elles travaillent. Donc, ça appartient au monde ce qu'on appelle subliminal, c'est-à-dire en dessous du seuil de perception conscient. Et tout cela, ça va travailler et créer des changements qui sont espérés être attendus comme étant des changements positifs. Voilà. Donc, maintenant, c'est bien de parler du sleep, pardon, pour le franglais ici. C'est bien de parler du sommeil, mais en même temps, qu'est-ce que le sommeil? Alors, je voudrais vous introduire un petit peu à la réalité du sommeil, qui est notre réalité à tous. Et s'il y a un problème qui arrive dans ce phénomène naturel, il va avoir des conséquences fabuleuses et négatives en termes de ralentissement, en termes de perte de précision, parce qu'on a besoin d'énergie pour fonctionner avec le haut degré de précision dont nous avons besoin. Alors, le cycle du sommeil inclut des phases, en anglais, stage. Donc, il y a 4 phases de sommeil. Les 3 premières, chronologiquement, vont être appelées le sommeil tranquille, c'est-à-dire c'est un sommeil où il n'y a pas de mouvement significatif en termes global, à l'exception des mouvements oculaires. Et c'est ça qui est la définition de EM dans le REM, c'est Eye Movement. Rappelez-vous que cette compagnie est au Canada ici, mais anglophone, mais aussi en Amérique du Nord, l'anglais est parlé à 99,9%. Hein. Donc, c'est le nom de baptême de cette phase. Et ensuite, en termes de la 4e phase, représente la phase active, de sommeil actif, dans lequel les mouvements oculaires seront extrêmement rapides et plus amples, d'où le mot sommeil actif en termes de mouvement oculaire. La différence entre le sommeil tranquille et le sommeil actif, c'est pratiquement la perception et l'existence de mouvements oculaires qui sont les seuls mouvements, vous le verrez plus tard avec ceux du diaphragme, les seuls mouvements qui sont notables, sinon le corps est absolument au repos. Alors, qu'arrive-t-il durant ces phases? Voilà, ça c'est un petit peu un cartoon ici, un petit dessin. Donc, ça, vous partez en gauche à haut et ça va dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, le stage 1, vous voyez, transition de période entre l'éveil, qui est le temps d'activité normal, on est conscient de son environnement, on a des activités, on voit le futur, on a l'expérience du présent et du passé, etc. Et ça, c'est très court, 5 à 10 minutes. Alors, qu'est-ce qui se passe durant ce travail, durant ce temps? Eh bien, si on les
on réveille ceux qui viennent de s'endormir, ils vont avoir l'impression de ne pas s'être endormis du tout, parce que rien n'a été perçu en termes de changement de pattern significatif par la personne sujette au sommeil. Et bien sûr, le cerveau va commencer à ralentir. Toutes les fonctions autonomiques, comme on dit, les fonctions neurovégétatives vont s'abaisser. Le rythme du cœur va s'abaisser, la pression sanguine va s'abaisser, la respiration va s'abaisser. C'est avec les rythmes de tout cela vont s'abaisser. Et bien sûr, les mouvements oculaires vont aussi être extrêmement bas et non perçus. Et en fait, le corps se relâche. Et à ce moment-là, cependant, il y a des décharges. Tout le monde a l'expérience au début, quand on commence à plonger dans un sommeil, après une journée qui a été demandeuse ou demandante, on va y avoir des décharges musculaires, une jambe ou deux ou un bras va tout d'un coup se mettre à twitcher, comme on dit en anglais. Eh bien, ça fait partie, c'est un signal que la personne est dans cette période de 5 à 10 minutes pour des personnes d'initiation du sommeil. Le cerveau au niveau électroencéphalogramme est très actif et il y a encore beaucoup d'ondes θ qui sont des ondes d'activité au niveau du lobe frontal. Alors, phase 2, donc là, on va aller plus avant et tout ce qui reflète une activité globale du corps, physique en particulier, vont descendre parce qu'on est chaud, parce qu'on bouge. Le cœur, les mouvements du cœur, les battements du cœur, pardon, sont rapides, la respiration est rapide parce qu'on fait face à des situations, on s'adapte. C'est totalement inconscient, c'est le système autonome. Et à ce moment-là, il va y avoir l'apparition dans cette phase 2 spécifique, ce qu'on appelle des sleep spindles, qui sont des petites aiguilles sur le tracé électroencéphalographique. Et ça va durer le double de la durée du stage, de la phase précédente, c'est-à-dire 20 minutes. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Voilà, donc c'est à peu près la moitié du temps de sommeil total durant cette phase 2. Eh bien, les attachements avec l'extérieur, à opposer à l'intérieur de nous-mêmes, si vous voulez, vont s'évaporer. Il va y avoir une déconnexion graduelle, rapide. Les mouvements oculaires stoppent complètement durant cette période et la respiration, le rythme régulier deviennent réguliers. Les battements du cœur, si vous voulez, deviennent réguliers et lents. Et il y a à ce moment-là un changement au niveau de l'électroencéphalogramme avec un changement des ondes θ vers les ondes alpha. Et à ce moment-là, on arrive à cette transition. Et ça, c'est très important au niveau du sommeil. Donc, la première phase de sommeil active, je dirais, qui est la phase 2, c'est pas l'introduction au cycle du sommeil comme la phase 1 l'est, c'est plutôt une phase complète de conciliation. La mémoire est le centre et le sujet d'importance ici. Et tout ce qui a été nouvellement ou récemment acquis après la dernière période de sommeil va être représenté, analysé, calibré, hiérarchisé, classifié et filtré. Certaines mémoires, pour le franglais, vont être éliminées, en particulier les mauvaises mémoires. Donc, si on est sain et en bonne santé, on est capable de gérer cette protection, ne pas garder des choses négatives en nous. Par contre, si on n'est pas bien, on est faible, on est vulnérable et on n'arrive pas à bien fonctionner, à ce moment-là, c'est là où les problèmes arrivent parce qu'on va commencer à accumuler des mémoires qui ne sont pas désirables pour être gardées et c'est comme le seau, si vous voulez, qui est destiné à être plein, rempli avec de l'eau de cristal, cristalline, va aussi maintenant être aussi populé par
par des choses qui ne sont pas aussi claires et aussi positives. Donc, ça, c'est le côté mental. En même temps, parce que ça, c'est la priorité dans la phase 2, l'aspect physique du corps se prépare pour attaquer, pour amener les choses au-delà de cette phase 2 envers la phase 3 qui est devant et bien sûr la phase suivante. Donc, on commence à parler de sommeil profond. C'est là où les choses s'initient au niveau de la phase 2. Alors, voyez, phase 3 à gauche en bas, les muscles, on va avoir un relâchement complet qui va se poursuivre. Tous les systèmes autonomes qui nous permettent la survie, respirer, avoir de l'oxygène, avoir la circulation sanguine, la circulation lymphatique, les organes qui vont se nettoyer, etc. Tout ça, ça fonctionne, vont se ralentir. Donc, pendant le sommeil, c'est pas là où on va éliminer beaucoup de toxines physiques. Par contre, on va beaucoup éliminer mentalement de l'équivalent en termes d'adversité. Et c'est là où on commence à rentrer dans la phase de sommeil profond, qui en fait est la majorité de cette phase 3. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on arrive à l'existence de ces ondes delta. Voilà. Donc, onde θ, un petit peu alpha et puis delta maintenant, qui est la caractérisation de ces domaines. Donc, on est dans la période de sommeil profond et là, c'est là où tout va se passer en termes de créativité et de restauration à la fois mentale et physique. Donc, c'est une phase critique en termes de récupération et de guérison. Alors ici, si on essaye de réveiller quelqu'un qui dort dans ça va être très difficile parce qu'il y a une résistance à l'éveillement pour protéger ces activités spontanées et naturelles de recomposition, de régulation, de nettoyage, etc. Et j'assiste au niveau, non pas seulement au niveau physique, au travers des organes qui nous font, mais aussi au niveau cognitif et mental. Et ça, c'est vraiment très, très important, également important. Donc, c'est une petite note ici. Ceux qui ont des mouvements ambulatoires pendant le sommeil, on appelle ça sleepwalking en anglais, eh bien, vont essentiellement arriver durant cette phase 3. Pourquoi? Parce qu'il y a une autonomie qui s'installe, qui est orientée vers une récupération, une réhabilitation un petit peu naturelle et les choses sont regroupées, réintriquées et réétablies, si vous voulez. Eh bien, la plupart de ces phénomènes de déambulation nocturne, avec les gens qui sont encore endormis, vont être vus à ce moment-là. Et la majorité d'entre elles sont bien sûr les adultes jeunes et les enfants. Donc, c'est très, très important à savoir parce que ça explique aussi pourquoi, si on ne protège pas cette période-là, le réveil au matin va être vraiment un grand challenge. Et là, c'est là où le corps est effectivement en train de réparer tout ce qui a besoin d'être réparé physiquement. Par contre, c'est aussi le temps de consolidation de ce qu'on appelle en anglais memories, declarative memories. Alors, declarative memories, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sont des mémoires sur lesquelles on va inconsciemment s'appuyer pour piloter nos attitudes pour les jours suivants, lorsque nous sommes en éveil. Donc, c'est vraiment ça. On arrive maintenant à une influence comportementale, une influence en termes et c'est inconscient. C'est notre inconscient qui s'appuie sur ces choses-là. Et si on n'a pas une bonne bibliothèque de ces mémoires déclaratives, eh bien, on va avoir des problèmes dans les applications au cours de notre période d'éveil, qui est notre période d'activité diurne et de travail normal attendu. Donc, c'est très, très important. Et ça inclut les expériences personnelles, quelles qu'elles soient,
apprendre quelque chose de nouveau ou subir quelque chose de nouveau, etc., etc. C'est là que ça se passe. Alors, la quatrième phase de sommeil, maintenant, on n'est plus dans les mouvements oculaires non rapides. Ça, c'était les 3 premiers. Maintenant, on va passer à une accélération de ces mouvements oculaires, qui est appelé rapide. Et là, vous voyez, il y a un genre d'éveil en termes d'activité. On dort, on n'est pas réveillé du tout, mais on devient extrêmement actif. C'est la phase la plus active à la fin. Et il y a à la fin de ce cycle. Et le corps est absolument relâché et immobile. C'est dans cette phase que nous rêvons. On a l'impression parfois d'avoir des rêves qui nous donnent l'impression qu'ils ont duré des heures, et en fait, c'est de quelques secondes à quelques dizaines de secondes, la durée d'un rêve. Donc, c'est vous dire, il y a une transition dans l'échelle du temps au niveau de ces activités du sommeil, qu'elles soient la nuit ou le jour. Et bien sûr, les mouvements oculaires vont devenir extrêmement rapides. Alors, qu'est-ce qui se passe à côté de ça? Eh bien, il va y avoir un éveil, non pas le réveil, un éveil mental, c'est ça que veut dire le mot arousal, et on va devenir mentalement actif. Mais on est encore inconscient, on est encore plongé on est déconnecté encore. Hein? Donc, voilà. Mais les activités dans le cerveau sont très proches en type et nature et intensité à celles qui vont être là, présentes, lorsque nous sommes réveillés. Donc, c'est un petit peu un retour naturel vers cette magnitude d'intensité et d'activité en général. Mais rappelez-vous, on dort extrêmement profondément à ce moment-là, au niveau conscience. Les muscles volontaires vont être complètement inactivés, immobilisés. Ça, c'est une autre application en termes de déconnexion, en termes de contrôle. Donc, il y a un relâchement complet. Et c'est effectivement, il est démontré par de nombreuses études de par le monde que cette, entre guillemets, paralysie temporaire, et on met ça entre guillemets parce que ça n'est pas une paralysie, ça n'est pas négatif, c'est en fait éviter de pouvoir de bouger trop au cours lorsque nous rêvons. Et si nous avons des rêves qui sont plutôt physiques en termes d'action que émotionnels ou intellectuels, eh bien, à ce moment-là, le corps est protégé et continue à se réparer. Parce que vous vous rappelez, en phase 3, c'était une phase de réparation intense au niveau physique. Donc, il y a une harmonisation ici, une chronologie des faits, des séquences qui font que tout est optimisé pour nous permettre un réveil avec une énergie maximum, qu'elle soit physique ou mentale ou émotionnelle et intellectuelle. Alors, pour vous donner une idée du cycle global, eh bien, cette phase 4, elle commence environ 90 minutes après être tombée, après s'être enfoncé dans notre sommeil, rentré dans le sommeil. Pourquoi 90 minutes? On a entendu que les premiers, au départ, c'était 20 minutes et 10 minutes, etc. Comme on peut arriver à 90 minutes? Eh bien, je vais vous montrer ça dans les diapos qui arrivent. Donc, au cours de cette période, il y a une complète relaxation. La respiration est plus rapide, irrégulière, parce qu'il y a des compensations qui jouent, et c'est aussi très moteur, mais en même temps, il y a un genre de réoxygénation, il y a beaucoup de choses qui vont commencer à jouer pour préparer le réveil et une activité avec une expectation optimale. Et les yeux, alors là, mouvent très, très rapidement, et c'est la raison pour laquelle on les appelle REM, Rapid Eye Movement. Et c'est là où, comme on le sait, comme on l'a dit déjà, les rêves arrivent. Alors, la consolidation se poursuit durant cette dernière phase du sommeil, qui est la dernière du cycle complet, et il y a une organisation, là maintenant, tout ce qui a été analysé, retrouvé ou non éliminé,
et conservés dans notre bibliothèque personnelle. Et puis, il va y avoir aussi un renforcement de tous les types, des catégories d'informations vont être rangées, entre guillemets, placées dans des circuits de stockage, mémoire, avec des connotations et des natures différentes. Donc, tout ça, on commence à bien le connaître. Donc, c'est aussi le moment où toutes les cellules physiques qui nous font, on a 75, à peu près 75 milliards de cellules qui nous composent, quel que soit le type, incluant tous les types, je veux dire, vont être réparées, si elles peuvent être réparées ou éliminées, etc. Et tout ça, on va arriver à un état de pré-opérationnel, si vous voulez, un état préopérationnel, pardon, avec tout étant checké, tout étant vérifié, les mauvaises parties ont été éliminées autant que possible, les remplacements ont été procédés. C'est remarquable, c'est merveilleux. Et c'est extrêmement rapide. Et le corps utilise cette phase, tout renforce tous les niveaux du système humain, le système de notre immunité, qui est extrêmement complexe. Voilà. Alors, la phase de rêve particulièrement, qui est une sous-spécialité au niveau des phases 3 et 4, qui est un petit peu à cheval là-dessus, eh bien voilà, donc, il va y avoir 0 fonction motrice partout, tout est immobile, comme on a vu, mais les 2 exceptions, c'est les muscles oculomoteurs et le muscle du diaphragme. Et le reste, tout ça, ça plonge dans les bas niveaux qui sont sous les seuils de sollicitation. Et il y a aussi une chose intéressante à cet endroit. Il y a une majoration, il y a un effet tsunami un petit peu au niveau de la circulation, du flot circulatoire sanguin, qui va non seulement concerner le cerveau, mais aussi les organes génitaux respectifs, avec un état d'engorgement anatomique de ces aires. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. Donc, la phase 4 ne va pas suivre la phase 3. Il y a la phase 2 qui revient, qui est rééditée, si vous voulez. C'est un renforcement supplémentaire. Et ensuite, phase 4. Et cette séquence complète va être répétée 4 à 5 fois au cours de la nuit. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de 8 heures de sommeil, parce qu'il y a des pauses entre ces systèmes et tout ça, c'est vraiment l'espace sommeil. Apologie, excusez-moi. Alors, une fois que la phase 4 est conclue, il va y avoir un retour de nouveau après d'une phase 2 qui comporte des mouvements oculaires non rapides. Donc, après la phase 3, 1, 2, 3, on a du 2, on a la 4, et après, on a du 2 encore, avant que le cycle recommence, comme je vous l'ai montré. Et donc, un cycle complet est à peu près entre 90 minutes. Il peut aller jusqu'à 2 heures. Donc, c'est entre 1h30 et 2 heures. Donc, 4 fois 2, vous voyez, 4 fois 2, ça fait 8. Hein? Ça fait 8 heures. C'est la raison pour laquelle il est conseillé d'assurer 8 heures de sommeil au minimum pour protéger cette réhabilitation fonctionnelle et énergétique, si vous voulez, chaque nuit.
pour la journée. Voilà. Alors, qu'est-ce que la structure du sommeil? Pardon. C'est un autre mot pour démontrer une autre facette. Alors, on appelle la structure, c'est comment dire, la signature hypnographique qui demande la pratique d'un électroencéphalogramme, parce qu'il va y avoir une personnalité en termes d'évolution entre les différentes ondes mesurées par ce système électroencéphalographique. Donc, chaque hypnogramme est une réflexion d'un moment, à un moment donné, ou durant une nuit donnée, de comment se passent les transitions entre les phases 1, 2, 3, 4, ou je dirais plutôt 1, 2, 3, 2, 4, 2, etc. C'est comme ça que ça se passe. Ça vous donne une idée. Alors, qu'est-ce qui interfère, qu'est-ce qui peut gêner le sommeil et mettre quelqu'un dans une place, à un endroit où on a vraiment besoin de faire quelque chose pour dormir? Eh bien, stress, ça vient en numéro 1. Les suites de trauma, quels que soient les impacts, que ce soit des impacts physiques, des impacts émotionnels, les impacts mentaux, tout ça, ça va jouer et ça va en général s'additionner pour le pire. Toute intoxication, incluant les infections, qui en général génèrent des intoxications spécifiques. Donc, tout cela va aussi jouer. Et comment dire, une stimulation exagérée du cerveau trop souvent vont épuiser les moyens de compenser dans des conditions normales, si vous voulez, et à un moment donné, le cerveau ne va plus avoir assez d'énergie pour initier ou gérer des transitions entre les différentes phases de sommeil, et à ce moment-là, le sommeil devient l'enfer. Donc, ce sont quelques exemples, mais la liste, elle est extrêmement longue, vous le devinez. Bien sûr, les médicaments. Il va y avoir des effets secondaires en termes d'excitation ou en termes de dépression, etc., dépendant du type de médicament pris. Tout ça, ça va altérer ces contrôles du sommeil, qui sont des contrôles essentiellement de communication et des contrôles cognitifs, ce qu'on appelle. L'inflammation va aussi ralentir tout le process parce que c'est comme si vous aviez des inondations sur les autoroutes en permanence. On ne peut pas rouler aussi vite et les communications, les moyens de communiquer en utilisant ces avenues qui sont autrement extrêmement rapides vont être ralentis physiquement par la nature des cellules enflammées, etc. Voilà. Alors maintenant, finalement, cette étude, c'est ça le cœur de l'action. Et maintenant, vous avez un contexte pour mieux comprendre ce que cette étude représente, si vous voulez. Donc, voilà. Donc, c'était un travail qui était bien fait normalement, avec toute l'éthique requise. C'est une étude médicale avec des patients volontaires. Vous avez 113 sujets qui ont accepté avec une moyenne d'âge de 53 ans. Et puis, il y avait 3 moments pour mesurer. C'était avant toute stimulation, donc avant d'utiliser le superpatch, ce qu'on appelle la baseline. Et puis, une semaine après, en portant le patch tous les jours. Et après, 2 semaines après. Donc, avant, pendant et après. Pendant, c'est à la fin de la première semaine, tout en continuant pour une semaine encore. Ça, c'était le modèle choisi. Et ça, ce sont vous savez, on a beaucoup d'études, d'outils statistiques ou d'outils de mesure, de calibration statistiques, etc., pour comparer et rendre les comparaisons extrêmement fiables. Voilà, ça n'est rien d'autre. Donc, le Pittsburgh Sleep Quality Index est reconnu comme l'un des standards d'or internationalement, et puis l'index de sévérité des insomnies. Alors, la différence entre l'insomnie, tout le monde sait ce que c'est, mais je vais le dire pour clarifier, on ne peut pas tomber dans le sommeil. On ne peut pas s'endormir. C'est ça l'insomnie.
on va tourner, virer, on va essayer de compter les moutons, on va faire tout ça sans succès et on va s'épuiser à essayer de s'endormir. C'est ça l'insomnie. Les effets secondaires sont importants lorsque vous faites une étude qui utilise que ce soit des médicaments ou des stimulations mécaniques, comme c'est le cas ici. Eh bien, on va toujours voir s'il n'y a pas des effets secondaires qui vont aussi qui peuvent être très intéressants à identifier d'une part et à mesurer en termes de durée et en termes d'intensité. Bien sûr, la satisfaction des sujets est la clé et l'espoir de ceux qui soumettent des stimulateurs, des outils de stimulation à ce genre d'exercice. Et puis, bien sûr, le contexte. Chaque sujet a été analysé en termes de style de vie pour comparable ou pour opposer des styles de vie différents pour voir si, quel que soit le style de vie, on a quand même, c'est-à-dire des demandes peut-être plus grandes pour certains et moins grandes pour d'autres, comme étant sédentaires, ceux qui bougent trop, ceux qui bougent pas assez, et le milieu, si vous voulez, ceux qui font du sport, ceux qui ne font pas du sport, par exemple. Tout ça, ce sont des idées. Eh bien, tout ça, ça va jouer aussi dans la pondération des résultats et pour rechercher toujours si quelque chose que l'on espère utile peut aider d'une façon universelle des groupes différents de gens sans poser de risques particuliers. Et puis, bien sûr, c'est aussi le point, c'est pour ceux qui ont dû et qui ont été forcés de quitter des activités normales, voir un petit peu le pourcentage de récupération en termes de capacité recouvrée de reprendre ses activités professionnelles ou activités sportives ou de performance particulière. Alors, ça, c'est encore un autre. L'outil de stimulation, vous êtes, je pense, tous familiers avec ça, et qui est enlevé le matin et replacé en fin de journée. Donc, c'est vraiment très, très, très intéressant. Alors, les résultats, c'est ça qui est le côté excitant de toute l'affaire, là. Alors, ont été les objectifs de cette étude se sont lancés sur l'analyse d'une diminution des insomnies et la mesure de cette diminution, c'est-à-dire des améliorations. Et on voit que plus de 56% des patients en intensité, pardon, ce n'est pas les patients, en intensité, il y a eu une baisse de presque la moitié de l'intensité de ces insomnies, des problèmes posés par ces insomnies, ce qui est quand même significatif en si peu de temps. Et puis ici, pareil, par un point, on est pareil, en termes de sévérité et d'incapacité, pardon. Et en général, en combinant toutes les comment dire, les chemins de vie, quoi, hein, et en termes de qualité de vie, eh bien, il y avait une réduction de la fatigue, ce qui est quand même empiriquement connu, mais là, c'est mesuré. Et puis, il y avait beaucoup d'améliorations en termes d'humeur, capacité de fonction, concentration et mémoire. Et bien sûr, ça aussi, empiriquement, c'est très bien connu, mais ça a été mesuré. Alors, voilà. L'insomnie, c'est le temps. L'insomnie est pratiquement un temps trop long, une prolongation du temps de tomber, qui est le temps nécessaire pour tomber pour commencer la phase 1 qui va nous amener aux autres phases. Donc, en termes de minutes, on a pratiquement 50% d'amélioration. Alors, avant de stimuler, c'était 69 minutes, un peu plus d'une heure, mais à mi-chemin, 45 minutes, et à la fin de l'exercice, 2 semaines, on est pratiquement à la moitié. Donc, c'est vraiment intéressant. La durée du sommeil. Alors, vous savez que la durée est la clé. Si les cycles ne sont pas achevés comme il faut, ça va empêcher les autres phases de jouer à leur plein et de jouer leur rôle complètement. Donc, ça va vicier un petit peu
la chronologie des choses et ça va affaiblir en bilan, ça va affaiblir la capacité de récupération par le sommeil. Eh bien, ça montre un quart, 25% pardon, d'amélioration. Et vous avez les chiffres. Donc, c'est quand même 1 heure de plus à la fin de la première semaine. Et ça rend compte, ça inclut des gens différents, ça inclut des gens plus jeunes que d'autres, des chemins de vie différents, des contraintes différentes, etc. Donc, chez certains, ça a été beaucoup plus important que chez d'autres. Et ça, c'est une moyenne. Hein. Et à la fin de la deuxième semaine, ça fait presque 2 heures de plus par 9 minutes. Et vous voyez la question en bas, qui était la question posée aux gens. Combien d'heures de sleep effectif avez-vous ressenti avoir la nuit dernière? Ça, c'était la question. Voilà, le troisième paramètre mesuré par cette étude, c'était le nombre de réveils durant la nuit. Donc, le nombre de réveils durant la nuit n'inclut pas les obligations nécessaires d'adresser l'appel de la nature pour aller aux toilettes, par exemple. C'est simplement en termes de sommeil seulement, hein, en termes de désordre du sommeil, hein, pas pour des raisons en dehors de cela. Alors, avant l'exercice, il y avait 83% qui avaient des problèmes sérieux. Mi-chemin, regardez ça, c'est presque un tiers. Hein, c'est presque un tiers. Et à la fin de l'exercice, à 2 semaines, c'était un quart, presque. Donc, c'est quand même très significatif, considérant l'hétérogénéité, comme on dit, la diversité des patients et des contextes de style de vie. Et puis, ça, c'est un genre de comparaison en termes de qualité du sommeil ressenti par les sujets et observé aussi par des témoins. Donc, avant l'exercice, le plus bas, si vous voulez, en bas de l'échelle, ici à gauche, sur les ordonnées, c'est vraiment catastrophique. Hein? Voilà. Donc, au début, vous voyez, le bleu, c'est les baselines, le rouge, c'est mi-chemin, et le vert, c'est à la fin de la deuxième semaine, à la fin de l'exercice de mesure. Regardez, il y a un plongeon très intéressant. Et ici, ça vous montre un petit peu il y a quatre niveaux de satisfaction qui sont présentés sur ce diagramme. On commence par le niveau le plus difficile, les gens les plus atteints. Donc, vous voyez qu'il y a quand même, des différences notables. Pour ceux qui sont pas bien, mais raisonnablement, probablement touchés, mais ne crient pas la catastrophe, vous voyez quand même entre le bleu et le vert, c'est vraiment extrêmement grand comme écart, et le rouge est encore à la traîne, parce que les moyens de compensation n'existent pas encore, vous voyez, sont atteints suffisamment pour ne pas fonctionner. Par contre, lorsque c'est relativement bien ressenti, c'est le schéma 3, eh bien, vous avez donc le vert devient un gratte-ciel et c'est vraiment, ça montre bien la récupération, la capacité de récupération. Et ensuite, il n'y a même pas de bleu parce que tout ça, c'est les gens qui dormaient pas trop mal et c'est amélioré. C'est amélioré. Donc, vous voyez que les 2 premiers montrent qu'il y a des obstacles qui ne sont pas corrigés par ce patch, mais par contre, les 2 derniers sont très, très significatifs. Donc, ça montre comme toute chose que le super patch est un outil remarquable, mais ce n'est pas la panacée et rien dans le domaine de correction
physiologiques et de correction dans des vues de bien-être ou de santé, rien ne peut proclamer être une panacée vraiment, parce que il y a aussi les conditions de vie, l'hygiène alimentaire, la façon de vivre, tout ça, ça joue et ça amène à montrer toutes ces différences par groupe, si vous voulez. Alors, l'utilisation de médicaments, ça n'a rien à voir avec le patch, mais ça... Ah non, pardon, c'était des gens qui prenaient des médicaments, c'est ça. Eh bien, ça, voilà, le profil du groupe en termes au départ, donc il y avait plus de la moitié, il y avait presque 2 tiers des gens qui prenaient plus de la moitié prenaient des médicaments pour le sommeil et d'autres, le reste, n'en prenaient pas. Eh bien, à la fin de la première semaine, les 56 sont tombés à 10%. Même si les résultats du sommeil n'étaient pas satisfaisants encore à la fin de la deuxième semaine, il est quand même important de noter que l'utilisation de médicaments qui ont toujours, en matière de sommeil en particulier, des effets secondaires physiques, émotionnels et mentaux, eh bien, on arrive à 20% du besoin initial. Hein. Donc, c'est vraiment important. Et à la fin de la semaine, en termes d'utilisation des médications, eh bien, on avait 85% de réduction. Donc, c'est important à connaître d'une façon sur un groupe hétérogène comme ce groupe-là. Donc, ça montre que c'est l'utilité d'utiliser ce super patch. En gros, limite tout ce qui est agressif et n'a pas marché avant, et bien que parfois, dans les 2 premiers groupes, si vous voulez, on n'a pas encore des résultats spectaculaires en termes d'amélioration du sommeil, mais au moins, ces gens-là n'ont plus eu besoin de prendre autant de toxicité que pour essayer de résoudre leur sommeil, les problèmes de sommeil comparés à avant et après. Donc, il n'y a pas eu d'effet secondaire ou adverse notable. La seule chose, il y a eu une fois, et ces gens-là, il n'y a pas de personne qui a combiné 2 ou plus parmi ces 5 rapports de problèmes entre guillemets, parce que c'était quand même modéré. Hein. Mais voilà, donc c'est l'habilité, comment dire, la conscience de rêver avec la capacité de contrôler quelque part l'action, sa propre action au cours du rêve. Donc, c'est un état de rêve très particulier. On appelle ça en anglais lucid dreams. Lucide pour lucidité, c'est là que ça souligne le fait qu'on est conscient de cela. Donc, un seulement. Insomnie. Il y a une insomnie qui n'a pas répondu, vraiment. Ça, c'est pour une personne. Alors, des gratouillis, comme un petit peu des irritations cutanées en termes de gratouillis. Ce n'est pas de la douleur, c'était des gratouillis. Comme on peut avoir cette expérience avec des pansements, des vieux pansements qui commencent à dégénérer un petit peu et à créer ces effets de gratouille un petit peu. C'est ça que veut dire le mot itching. Et un cas de non-réponse, pas de réponse, incapacité à tomber en sommeil. Donc, ça, c'est... Pardon. Et puis, une irritation à la colle du patch. Bien que tout ça... voilà. Et ça, c'était relativement modéré. Mais enfin, ça a été reporté. Donc, ça vous montre que je dirais que le rapport le plus sérieux pour moi ici, c'est l'absence complète de la capacité de tomber en sommeil qui n'a pas répondu. Alors maintenant, je ne connais pas le dossier, on n'a pas le détail. Je pense que ce serait très intéressant pour moi, de façon à vous rapporter ça plus tard, de savoir quels ont été les obstacles, parce qu'il y a un obstacle derrière, ou un ou plusieurs, qui n'ont pas
ce que la capacité du patch n'a pas réussi à éviter, si vous voulez, à corriger. Voilà. Voilà, donc on arrive à la fin. Et puis, rappelez-vous que le sommeil, c'est notre fondation à tous. Et c'est vraiment un remède universel qui n'est pas un remède parce il correspond à un besoin extrêmement naturel. Voilà. Je vais quitter mon écran maintenant et puis voir si vous êtes encore bien réveillés. Waouh! Oui, oui, oui. On est réveillés. Bon, alors, tant qu'on connaît tous les 4 cycles du sommeil, ça nous a bien tenus réveillés. C'est sûr, c'était super intéressant. Merci, docteur Souvestre. Alors, il a fallu s'accrocher un petit moment donné, c'était un peu ardu. Mais Oui, c'est vrai que... j'ai voulu vous montrer la complexité du domaine. J'ai voulu vous montrer la complexité du phénomène sommeil et des... Oh, merde. Oh, pardon, j'ai coupé le son, je voulais ouvrir le micro. Il faut réouvrir votre micro, Voilà, voilà. voilà. Donc, je voulais vous montrer la complexité du domaine et aussi tout ce qui est attaché, rattaché, parce que c'est des conséquences parfois, pardon, les conséquences sont parfois trompeuses. Et il est facile de dire, oh, c'est ça ou c'est ça, comme nous les ressentons. Et en fait, lorsqu'on connaît un petit peu les particularités de ce phénomène, à ce moment-là, ça devient plutôt un outil d'orientation et c'est vraiment, ça peut aider tout le monde. Voilà. Non, Donc, non, mais de merci toute pour votre façon, patience. Ouais. c'est le but de ces soirées, c'est de faire le tour d'un sujet et voilà, parce que si on part juste des résultats sans comprendre toute la complexité, comme vous dites, du sujet en lui-même, ça n'a guère de sens et c'est extrêmement intéressant. Et puis aussi, ça nous fait des nouvelles connexions d'apprendre tout ça aussi le soir. Donc, merci beaucoup. Donc, moi, j'ai Voilà. retenu en tout cas qu'au début de l'étude, 56% des personnes prenaient un médicament, donc, et qu'à la fin, 80% des personnes n'en prenaient plus pour Ouais. s'endormir. Donc, avec tous les effets secondaires, toutes les perturbations, etc., qu'un médicament peut entraîner, c'est déjà des super résultats. Et même la durée de temps de sommeil qui s'améliore là, d'1 heure et demie presque à 2 heures au bout de 15 jours. Et moi, ma première question, après je vous laisse la parole à tout le monde. La première question, c'est, on se pose la question sur la personne qui n'a pas eu son temps d'endormissement qui a baissé. Est-ce que ça peut être juste une question de temps et qu'au bout d'un mois, il aurait eu peut-être les résultats escomptés ou est-ce que le temps On intervient peut, aussi? avec ce que je sais, dans d'autres domaines, mais les domaines voisins, très proches, oui, c'est le raisonnement logique de penser que le temps devient un allié, dans le sens où il y a beaucoup de choses qui vont commencer à tomber, à se ralentir en termes d'obstacles, par exemple. Et le mot obstacle en neurophysiologie est un mot clé, comme il l'est en ostéopathie, hein, et éthiopathie, parce que un obstacle, c'est quelque chose qui va empêcher une bonne action d'être achevée et de prendre place en termes de résultats. Donc, c'est cela que nous appelons un obstacle. Donc, ce qui est vraiment fascinant là-dedans, c'est qu'il y a une absence totale de risque. C'est ça que je veux souligner aussi. C'est totalement sûr et c'est totalement fiable en termes de pas d'effets adverses. Vous avez lu les rapports, c'est vraiment 1 pour 113, un par un. Donc, c'est vraiment extrêmement bas. C'est intéressant, ça montre qu'il y a des choses, mais il faut aussi rapporter ça à la durée de 2 semaines. Normalement, en termes de réponse neurophysiologique, on parle de 90 jours, on parle de 12 semaines. Et vous voyez, cette étude a seulement pris 2 semaines et c'était vraiment avec une optique d'application universelle en choisissant un groupe hétérogène qui est certes conséquent, mais limité en temps. 2 semaines, c'est petit, c'est une petite fenêtre comparant des conditions très différentes, par exemple. Voilà, Oui, c'est ça. Les intéressant. résultats sont quand même remarquables.